on oublie la voiture. Et tu vas nous parler de toi aussi. Ah ben oui. Tout à l'heure, parce que tu es un nouveau venu. On veut tout connaître de toi. Et notre invité aujourd'hui, Paul, voyons donc, hein, deux nouveaux venus, alors je me suis mélangée dans les noms. Notre invité aujourd'hui, Yvan Phaneuf, bonjour. Bonjour, Yvan, bonjour. vous allez nous éclairer aujourd'hui, comme vous le faites avec plusieurs personnes lors de vos conférences, lors de vos interventions. Vous allez nous éclairer, et on en a bien besoin, tout le monde en a besoin, sur la vie de couple. Hein, particulièrement sur la vie de couple. Vous pouvez aussi nous éclairer sur la vie des hommes, sur la masculinité, mais ça sera pour une prochaine fois. Sur la vie de couple, sur la vie de famille. Vous êtes, on peut dire, un spécialiste, vous êtes un intervenant, vous êtes un... Je suis thérapeute en relation d'aide et j'ai écrit un livre, là, Un couple fort, une famille unie, ainsi que Devenir un homme vrai plutôt qu'être un vrai homme. Vous avez rencontré plusieurs personnes dans le cadre de vos fonctions. Vous avez pu tirer des conclusions sur la vie de couple. Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2010, en 2011? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion sur la vie de couple? Comment se porte le couple aujourd'hui? Bien, moi, je dirais que c'est le plus grand défi. Réussir sa vie de couple, c'est même un défi plus grand que de réussir une entreprise aujourd'hui. Et il y a des principes de base. C'est pas magique. C'est pas parce qu'on s'aime que ça va tout seul. Mais ça, on a ça hein, comme notion. Ah, si je l'aime, là, ça va aller tout seul. Il va me comprendre, elle va me comprendre. Non, il y a des règles à respecter bien claires. Et à chaque fois qu'il y a une règle qui n'est pas respectée, il va y avoir une conséquence. Donc, c'est un peu ça qui est présenté dans le livre et je vais parler de quelques points. Quelles sont-elles, les règles à respecter? Bien, je peux en nommer trois. D'abord, celle on va que prendre des notes, là. Ouais, moi, je vais prendre des notes. Les règles à respecter. Celle que je vois qui est la plus difficile aujourd'hui, c'est la notion de choix. Choisir. Et c'est pas une question morale. Pas choisir le bon partenaire, mais... Non, le bon partenaire, je suis pas sûr qu'il existe. Tu sais, la personne que je dois trouver, mon âme sœur, je suis pas sûr qu'elle existe. Peut-être. C'est basé sur une idéalisation. Ça, c'est rassurant de savoir ça quand même, hein? Que le Que bon partenaire n'existe pas parce que on se lève le matin et on se dit « Ah... » Il n'est pas parfait, mais je vais être c'est heureuse. ça, exactement. Oui, puis aussi, c'est que si je crois que la personne qui m'attend à quelque part est là, c'est que je m'implique pas là où je suis. Ouais. C'est là le choix. La question de choix, c'est pas moral dans le sens correct, pas correct. C'est bien pragmatique. C'est-à-dire que si je choisis pas d'être où je suis avec qui je suis, je ferai pas les efforts qu'il faut pour régler les situations difficiles. Donc, on pourrait mettre un RE avant le mot choix. Oui, si je ben rechoisis aussi, c'est une question aussi de rechoisir tous les jours, toutes les semaines. Quand on est confronté à des difficultés, on a à rechoisir. C'est une question, c'est de savoir jusqu'à quel point on peut être sélectif. Les critères de sélection, ils se rendent jusqu'où, là? Ça serait comme avant de s'engager dans une vie de couple. Mais quand on y est engagé depuis 4, 5, 6 ans... Puis c'est plus la tête qui mène, hein. C'est vraiment le cœur, c'est les blessures, beaucoup les blessures, c'est les besoins, c'est les manques, c'est les peurs. Donc, vous dites que les blessures ont une incidence très marquée. Énorme. Donc, quand on parle de blessures, là, on est toujours dans le ça premier, dans le premier critère. Là. On parle de choix. Choisir toujours, bien, c'est parce que les blessures sont réveillées dans le couple à un moment donné, pas au début. Okay, mais quand on parle de blessures, là, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu ce mot-là, les blessures, on parle de blessures d'enfance, on parle de blessures... d'infériorité, de culpabilité, d'abandon, d'insécurité. Donc, on transporte ça dans notre vie de couple. On le transporte partout, ça fait partie de nous. Ça génère des peurs, j'imagine. D'énormes peurs et ça génère de la souffrance. Donc, habituellement, à un moment donné, dans la relation amoureuse, on va toucher la blessure de l'autre parce qu'on est. Et c'est là qu'on va avoir à dire, oups, je reste-tu, choisis-tu? Si je décide que oui, je vais commencer un processus de créativité. Comment je peux faire pour que ça fonctionne? Si je trouve ça trop souffrant, et c'est correct, il y en a qui choisissent de dire c'est trop pour moi, ça fait trop mal, je sors de là. Il y en a d'autres qui disent non, ça m'apporte assez pour que j'ai envie de dépasser ma blessure. Mais là, ça peut que ce soit même pas nécessaire, mais tu sais, c'est ça qui nous fait évoluer. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on attire des gens dans notre vie expressément pour venir, moi je dis, peser sur nos boutons là, pour qu'ils nous fassent travailler. Sinon, on reste comme on est toute notre vie dans nos blessures. Ça nous sort d'une zone de confort et ça nous oblige à évoluer. Tout à fait. D'où l'idée que quand on est en couple, puis qu'on veut évoluer, puis que l'autre attise nos blessures, puis qu'on attise les blessures de l'autre, bien, on a besoin de consulter
C'est aidant. Tout seul, en fait, ce qu'on arrive, c'est qu'on répète ce qu'on connaît. On répète le même fonctionnement qu'on connaît. Tu sais, soit, par exemple, là, je vais rajouter quelque chose, je ne veux pas compliquer, mais les systèmes relationnels par des blessures. Donc, si je suis quelqu'un qui a une blessure d'abandon, ce que je connais, c'est m'accrocher. Là, je m'accroche. Ce que ça crée, c'est que l'autre s'éloigne. Je me sens de plus en plus abandonné. Les fameux patterns. Quand on dit je suis dans un pattern, je suis dans un pattern. On les répète, les patterns. C'est difficile de s'en défaire. Tout à fait, parce que c'est basé sur les blessures. C'est pour ça qu'aller chercher de l'aide par des livres, des conférences, de la consultation, ça nous permet de dénouer le système et de soigner la blessure. Vous avez parlé de trois éléments, choisir. 3 ingrédients essentiels. Choisir. Ensuite, il y a de travailler à pas nier sa différence. Il y a toujours un degré de négation, de différence pour réussir à se rejoindre, mais il y a une limite à nier sa différence. Donnez un exemple tiré de votre propre couple dont vous parlez dans votre livre que je trouve bien intéressant ou dont, en tout cas, dans mes notes... Il y en a plusieurs. Votre femme explore le monde et vous êtes casanier. Montagne à travers le monde. Elle amène des gens au camp de base du Mont-Everest, au Mont-Blanc. Et ça, c'est une différence qu'elle a tenté de tasser parce qu'elle me dérangeait dans mes blessures de non-importance, d'abandon. OK, vous, ça veut dire que votre femme qui voyage à travers le monde, quand elle partait avec son sac à dos et ses bottes de marche, vous vous sentiez abandonné. Oui, tout à fait. Donc, elle essayait de voyager le moins possible parce que... C'était dérangeant pour moi. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a vu qu'elle ne pouvait pas tasser ça. C'était trop signé, elle a recommencé. Là, moi, j'ai dû apprendre à m'occuper de cette blessure-là, cette zone sensible-là, pour réussir à fonctionner ensemble, ce qu'on a réussi à faire avec ça. Avec de l'aide, probablement. Oui, mais comme aussi je suis beaucoup dans ce milieu-là, j'étais capable de voir ce qui se passait. Qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a ajouté à votre couple, ça? Beaucoup de liberté. Exactement. Beaucoup de liberté, puis un sentiment d'avoir le droit d'exister dans notre différence. Parce qu'à un moment donné, quand on nie trop sa différence, il y en a un des deux qui va réagir. Donc, c'est bien faire des concessions face à l'autre pour être en harmonie, mais à un moment donné, il y a des limites. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot-là, vous? Quoi? Concession. Bien, je pense que ça en prend. Je pense que ça en prend absolument pour se rejoindre. Colette Portelance, ça parle de ça. Tu sais, le couple, c'est chacun sur notre rive. Qui est Colette Portelance? Je la connais, mais pour le bienfait de nos téléspectateurs. Colette Portelance, elle a fondé le Centre de relations d'aide de Montréal. Elle a fait un doctorat sur la relation d'aide et elle a fondé cette école-là à Montréal, à Québec et en Europe. C'est une femme qui a vraiment fait beaucoup pour le mieux-être elle a écrit plusieurs livres, c'est ça, dont Relation d'aide et amour de soi. Et elle expliquait que ça prend un bout pour se rejoindre sur le pont de la relation, mais trop de négation, c'est-à-dire que si on ne se rejoint pas au centre, on se rejoint un qui fait 20 l'autre 80 Il y a des équilibres. Celui qui fait 80 des efforts à un moment donné va dire c'est assez. Puis il va faire payer l'autre d'une façon ou d'une autre. Oui, que ce soit en désertant, en se fâchant, en contrôlant, en boudant, ou peu importe. Puis le troisième point important? Oui, c'est le mur d'impuissance. Ça, en fait, ça attise la curiosité. Bien, moi, le mur d'impuissance que j'ai vu à travers autant ma vie personnelle que les gens avec qui je travaille, c'est quoi qu'il arrive à un moment donné dans une relation amoureuse, on va découvrir une partie chez l'autre qui ne changera pas. Parce qu'il est comme ça. C'est son fond. Et malheureusement, là, cette partie-là génère chez moi des émotions désagréables. Exemple, mon conjoint est quelqu'un qui n'aime pas les responsabilités, puis qui laisse traîner ses responsabilités. Puis là, ça fait des années que je dis, ben voyons donc, occupe-toi-en, puis ça change pas, même si je lui en parle. Mais ça, au début d'une relation, tu le vois pas, ça. T'es comme obnubilé. Même si tu trouves ça charmant, tu dis, il est bas, il est bas, tout d'un coup, ça commence à tanner, puis là, ça grossit, puis ça grossit. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'en parles, on finit par en parler, mais au début, comme tu dis, on le voit, on trouve ça sympathique et même, tu sais, on le met de côté que ça peut être problématique, c'est drôle. Et pourquoi mur d'impuissance? C'est qu'à ce moment-là, quand on arrive à cette réalité-là, on se sent impuissant. À changer l'autre. Fait qu'il faut choisir à ce moment-là si on reste malgré le mur d'impuissance. Le concept de rechoisir. Et c'est au mur d'impuissance que le choix est le plus difficile à faire. Donc, lié à ces 3 points-là dont vous venez de parler,
sous ces 3 points-là se trouveraient les écueils, les enjeux des problèmes relationnels. Ça va chercher plein de choses, comme les blessures, comme comment on va se parler, la communication. Aussi, une communication non défensive. Est-ce que je vais réussir à parler le fameux « je », mais... souvent, le jeu devient un tu. Si j'arrive pas vraiment à me responsabiliser que c'est moi qui vis de l'abandon, c'est moi qui est insécure, c'est moi qui se sens coupable, c'est pas toi, à moins que l'autre vraiment il fait exprès, là. Mais la communication... Puis aussi, il y a tout l'aspect lié au fait qu'on soit homme ou femme. Les femmes vont beaucoup s'attendre à ce que l'homme devine. Si tu m'aimais vraiment, tu devinerais telle chose. L'homme va s'attendre à ce que la femme... Et ça, là, on peut s'y perdre complètement. C'est pour ça qu'il y a un couple sur 2 qui ne tient pas la route. C'est pour ça que c'est tout un défi. C'est pour ça aussi que dans la société, on s'attend tellement encore... Il y a encore le mythe du couple parfait, puis que si on s'aimait vraiment, le vécu heureux et eux, beaucoup d'enfants. Puis vous, j'aime bien dans votre titre, vous impliquez la famille, un couple fort, une famille unie. Parce qu'un couple fort va avoir une incidence sur sa progéniture. Les enfants qui voient grandir un couple, leurs parents, en l'occurrence, puis ça peut aussi ne pas être leurs parents. Des enfants qui voient grandir leur mère avec son conjoint ou leur père avec sa blonde. Qui est là. Le modèle de couple qui est là, ça les inspire pour leur propre couple. Donc, on a, en tant qu'adultes responsables, une énorme responsabilité de faire de nos couples des couples forts pour les enfants qui nous voient aller. Sans tomber dans l'idéal du couple. Justement, les enfants ont besoin de voir un couple réaliste pour faire face à la réalité des couples qu'ils vont rencontrer. Quand je parle du couple fort,